Bonjour et bienvenue sur ce tuto. C'est avec ce boîtier que j'ai réalisé avec un laser de 0,5 mW mon premier hologramme arc-en-ciel comme on en voit sur les billets de banque. L'holographie est un procédé permettant de saisir la totalité du relief d'un objet à l'aide d'un faisceau laser divergent en enregistrant sur une pellicule argentique le code de lumière obtenu par réflexion sur l'objet. Nanti de ce code argentique, après quelques modifications chimiques comme on le verra plus loin, il suffit d'éclairer la pellicule, qui porte le nom d'hologramme, avec ce même laser pour observer le relief intégral du sujet, qu'on appelle aussi hologramme. La réalisation d'un hologramme est affaire de professionnels. La source de lumière choisie est un laser car il assure une lumière cohérente et parfaitement monochromatique. Dans le cas présenté ici, le temps d'exposition était de 23 secondes. 23 secondes d'une immobilité parfaite et dans le noir absolu. On peut faire plus simple avec un laser plus puissant qui saisira le code en 1/10 de seconde ou bien moins en s'affranchissant alors des risques de boucher. Mais le prix de la réalisation devient alors prohibitif et il faut obtenir l'accord du ministère de la Défense, réservé aux professionnels. Le but de ce tuto est essentiellement pédagogique. Il s'agit de montrer le principe de réalisation d'un hologramme sans la moindre connaissance ésotérique. Quelques dessins ou animations, aucune intégrale de volume ne viendra complexifier la belle histoire de l'holographie. Voyons donc comment l'holographie vient supplanter les autres procédés classiques de restitution du relief. Nous commencerons donc par la sculpture. Elle nécessite un certain talent technique et artistique, sans parler de la sculpture d'une forêt. Les autres procédés conventionnels reposent sur notre vision binoculaire qui nous permet d'apprécier les distances comme on peut le vérifier sur l'expérience suivante. Tenir verticalement un crayon dans la main droite et toucher sa mine avec l'index gauche. Facile. Opérer de même, mais en fermant un œil, en plaçant le crayon dans une autre position bien différente pour éviter le phénomène de mémorisation. Cette fois, c'est raté. Cette expérience illustre comment notre vision binoculaire nous permet d'apprécier les distances. Dans l'évolution des espèces, c'est un atout vital. Nous n'avons pas deux yeux dont un de rechange. Le premier procédé conventionnel est l'anaglyphe. C'est cette image dans laquelle fusionnent deux images, cyan et rouge, prises en se déplaçant latéralement et horizontalement de l'écart pupillaire. Elles sont lues avec des lunettes bicolores. On citera aussi les images polarisées, vues avec des lunettes polarisées, ce qui se fait de mieux dans ce type de vision binoculaire. Les stéréogrammes relèvent du même procédé par lequel un strabisme divergent ou convergent permet d'isoler pour chaque œil l'image qui lui est destinée. Mais j'ai un faible pour un procédé bien plus simple et efficace. Facile à utiliser, il consiste à prendre deux photos décalées de l'écart pupillaire. Il suffit alors de les juxtaposer, photo prise de droite positionnée à gauche, et lire soit en louchant, soit en utilisant deux tubes de carton à section carrée visant l'image de gauche avec l'œil droit et inversement pour l'image de droite afin de forcer le louchement. On en vient ainsi à l'hologramme fortement grossi ici. Ne cherchez pas à loucher sur cet hologramme, ce que vous avez sous les yeux est un code d'enregistrement qui rappelle les stéréogrammes mais qui, bien décodé, fait toute la différence. La spécificité de l'holographie est que le relief est alors restitué en 3 dimensions, comme dans le cas d'une statue. On a alors le sentiment de pouvoir tourner autour des objets. Dans les cas conventionnels précédents, le photographe impose un plan de vision du relief, celui vers lequel les axes de vision des deux yeux convergent.
Un mouvement de droite à gauche ne modifie pas le relief. Il est temps d'aborder maintenant plus en détail le principe de l'holographie. Il ne s'agit dans ce cas ni plus ni moins que de figer toute la lumière qui fait le relief. L'affaire semble insurmontable s'agissant de la lumière qui, comme tout le monde le sait, n'a pas de masse et se propage à la vitesse de 300 000 km par seconde dans le vide. Voyons donc plus en détail ce qu'est la lumière. Le cheminement rectiligne de la lumière nous est familier, avec notamment les rayons de lumière mis en évidence par la poussière ambiante, ou encore les faisceaux laser qui illuminent les ciels brumeux pour une quelconque manifestation ludique ou publicitaire. De là à imaginer que la lumière a un aspect corpusculaire, il n'y a qu'un pas de tir à franchir. Et en effet, la lumière possède un effet corpusculaire. Pourtant, elle ne vibre pas que dans la tête des peintres impressionnistes. La lumière est aussi une onde, mais cet aspect est bien moins routinier, sinon par ses conséquences. Il faut un minimum de culture scientifique pour percevoir cet aspect dans les irisations d'une simple toile d'araignée. Avançons donc prudemment. Et une première expérience banale. Lançons une petite pierre à la surface d'un plan d'eau calme. La surface de l'eau est alors déformée et cette déformation prend vite l'aspect d'une ride circulaire sans que le centre du plan d'eau ne se vide. C'est la déformation qui se propage à vue d'œil. Si l'on remplace le jet de pierre par un vibreur perpendiculaire au plan d'eau, on verra alors des rides circulaires concentriques centrées sur le vibreur, et si la vibration garde la même fréquence et amplitude, on verra un faisceau de rides concentriques se propageant à la même vitesse. L'espace constant qui sépare deux crêtes consécutives porte le nom de longueur d'onde, communément noté lambda, le L grec. L'onde dans ce cas est illustrée dans le milieu aquatique. À défaut d'observer dans le canal du Mozambique la formation de vagues scélérates, on peut l'illustrer dans un milieu élastique différent, comme une corde peu tendue, à l'extrémité de laquelle on provoque une brève élongation perpendiculaire à la corde. On note facilement que les perturbations de la corde s'ajoutent soit en se renforçant, soit en se neutralisant. C'est l'illustration du principe de superposition des petites élongations. Revenons donc au cas du milieu aquatique sur notre cuve pour une vision en 2D. Par stroboscopie, il est facile d'observer le cheminement des ondes, les crêtes et les creux, ainsi que leur superposition. Cette figure permet de mieux observer le réseau d'hyperboles fixes, en rouge, pour la superposition de deux crêtes et en bleu pour l'immobilité, dans le cas de la superposition d'une crête et d'un creux. Ce réseau d'hyperboles constitue ce que l'on nomme l'interférence, phénomène propre aux ondes. Il est maintenant temps de revenir à la nature de la lumière si nous voulons créer un hologramme. Est-ce que la lumière se prête au même phénomène d'interférence? L'aspect corpusculaire est le plus communément admis, comme dit précédemment. Pendant longtemps, la lumière a été considérée comme un flux de particules. Et même si l'on a pu croire que ces particules étaient émises par l'œil, cette interprétation mécanique de la nature de la lumière semblait satisfaisante, voire même intuitive. Newton, au XVIIe siècle, entérinait déjà la théorie corpusculaire de la lumière. Ce faisant, il occultait les travaux de ses contemporains comme Huygens et Fresnel, qui envisageaient le caractère ondulatoire de la lumière. Il fallut attendre le début du XIXe siècle pour que les expériences de diffraction faites par Thomas Young, les fentes de Young, et Augustin Fresnel, les miroirs de Fresnel, démontrent la pertinence des théories de Christian Huygens. Pour info, la diffraction de la lumière survient quand des ondes traversent une pupille ou rencontrent un obstacle. Au niveau des bords de ceux-ci, les ondes lumineuses sont diffractées
émises dans des directions divergentes. Cette expérience permet d'imaginer que la lumière se comporte comme une onde, par le biais de la figure de diffraction qui, de la même façon que pour les ondes mécaniques, aboutit à une figure fixe des interférences. En 1905, la découverte de l'effet photoélectrique par Einstein a mis en évidence le caractère corpusculaire de la lumière. Le photon de masse nulle et dont l'énergie est donnée par la formule, petite concession aux mathématiques, E égale h nu, avec E l'énergie, h la constante de Planck et nu la fréquence. Ce dernier terme, nu, raccroche les wagons en conjuguant les aspects corpusculaires et ondulatoires de la lumière. Petite remarque scientifique. On peut très bien imaginer ces mêmes hyperboles avec des ondes sonores. Air, eau, cordes sont dans tous les cas des milieux élastiques bien connus qui nous permettent de concevoir le phénomène d'interférence. Là où le bas blesse, c'est quand on apprend que la lumière se propage dans le vide. J'ignore aussi une expérience d'interférence lumineuse a été réalisée dans le vide. Néanmoins, il est difficile d'apporter au vide quelques propriétés élastiques. Il faudra revoir la notion d'éther qui remonte à l'Antiquité avec Aristote, Platon et Pythagore. Aujourd'hui, c'est la mécanique quantique qui prend le relais. Et nous parlons ainsi, s'agissant de la lumière, d'une dualité onde-corpuscule. Nous en resterons là pour revenir à l'holographie. Il ne sera question que de l'hologramme d'un point. Très décevant quand on songe qu'un point n'a pas de relief. Il a cependant une position propre dans l'espace. Ainsi, pour restituer le relief d'une scène, il suffira de la restituer par l'hologramme de tous ces points. S'il avait fallu, pédagogiquement parlant, aborder l'holographie d'un ensemble infini de points, il nous aurait fallu faire appel à un arsenal mathématique bien plus complexe, avec du calcul intégral et différentiel et des intégrales triples de volume. L'holographie est un procédé permettant de figer la lumière sur une plaque photosensible. Mais il est hors de question de prétendre figer les photons se déplaçant à la vitesse de la lumière. On se gardera bien d'y voir une image réelle comme dans le cas des stéréogrammes. Il s'agit en fait d'un code d'enregistrement qu'il faudra décrypter pour accéder à l'image en relief. Comment ? Il est tout aussi impensable de figer les ondes lumineuses que les photons. L'astuce du procédé, on pourrait parler d'idée lumineuse, réside dans le fait que si l'on fait mieux interférer dans des conditions bien précises deux ondes lumineuses mouvantes, on observe des zones d'immobilité. Il n'y aura alors pas grand mal à les figer dans la gélatine de la pellicule. Passons donc à la phase d'enregistrement. Seule une lumière laser rigoureusement monochromatique permet de disposer d'une longueur d'onde constante. Et encore faut-il la dédoubler pour une cohérence spatiale et temporelle incontournable. À l'aide d'une simple lame semi-transparente, comme une vitre par exemple, le faisceau F émis par un laser est dédoublé en deux faisceaux F1 et F2. F2 vient éclairer un objet ponctuel S2, comme une tête d'épingle par exemple. F1 éclaire une bille de roulement à billes SE de 5 mm de diamètre et d'un excellent fini optique pour étaler le faisceau laser F1. On considérera SE1 et SE2 comme deux sources ponctuelles de lumière et après réflexion et diffusion, S2 devient une source ponctuelle émettant une onde sphérique aussi appelée onde-objet, notée U-objet. Après réflexion sur S1, F1 s'étale en une onde pratiquement sphérique, aussi appelée onde de référence et notée U-ref. On remarquera que ce montage est tout à fait analogue à celui qui mène à la figure d'interférence du chapitre précédent. La pellicule holographique se distingue des pellicules photographiques usuelles essentiellement par son grain
mais permettant de séparer jusqu'à 5000 traits par millimètre. Le format type pour un sujet de dimension 6 cm, par exemple, sera de 10.2 multiplié par 12.7 cm. Cette pellicule reçoit simultanément UREF et U-objet. L'ensemble tient dans un boîtier rigide et à l'abri de la moindre des vibrations. La pellicule enregistre alors la figure d'interférence précédente, intersection des hyperboloïdes et du plan de la pellicule. On se bornera à ne considérer que les traces ponctuelles. Un point M de la pellicule sera obscur s'il se trouve simultanément sur un cercle de crête et un cercle de creux. En d'autres termes, si la différence de distance entre MSE et MS2 est un multiple impair de la demi-longueur d'onde. La figure suivante illustre le cheminement d'un point de l'espace P1 qui satisfait cette condition et qui chemine en M. Il existe ainsi un très grand nombre de points tels que M, comme M indice I par exemple. Ce sont ces points qui vont dessiner l'intersection des hyperboloïdes et du plan de la pellicule. Passons maintenant à la restitution. C'est une opération particulièrement simple. Au bout d'une vingtaine de secondes d'exposition, on éteint le laser et on développe la pellicule. Les parties obscures comme les points M apparaissent alors en transparent et les parties éclairées en noir, simple effet de négatif de la pellicule argentique. Les points M laissent donc la place à des zones ponctuelles transparentes sur la pellicule développée. On remet alors en place la pellicule dans le boîtier au même endroit que lors de l'exposition. On supprime S2 et on dispose d'un cache sur le trajet F2. F1 génère à nouveau U indice ref. Par un phénomène de diffraction caractéristique des ondes, chacun de ces points joue le rôle d'une source ponctuelle émettant des ondes sphériques, synchrones et de même longueur d'onde. Ces multiples sources vont donc engendrer un phénomène d'interférence de part et d'autre du plan de la pellicule. Il semble inconcevable, sinon avec une probabilité voisine de 0, qu'un point N choisi au hasard soit éclairé et simultanément éclairé par toutes les sources M indice I. En d'autres termes plus précis, que toutes les ondes issues des sources de type MI qui arrivent dans N soient en phase. Pourtant, il existe deux points qui répondent à la question. Deux points qui sortiront du lot brillamment éclairés par la multitude de sources MI en lumière cohérente. Le premier se situe par construction inverse de la figure d'enregistrement, à l'endroit précis où se trouvait S2. Le second en sera son symétrique par rapport au plan de la pellicule. Ces points représentent l'image restituée du point S2. Le premier semblera flotter au-dessus de la pellicule et l'on pourra lui tourner tout autour. Cette dernière possibilité illustre le rendu 3D de l'hologramme. Un dernier mot enfin sur l'hologramme d'un objet quelconque. Le principe de l'enregistrement et de la restitution reste le même. S2 est remplacé par un objet quelconque que l'on peut considérer comme un ensemble de points. F2 est étalé par un dispositif approprié pour que l'objet soit tout entier éclairé. Il est à remarquer que selon le point de vue de l'observateur, il est possible d'observer un relief orthoscopique. Un visage, par exemple, apparaîtra en creux si le point de vue de l'observateur se situe au-delà de son emplacement par rapport à la pellicule. Notons qu'in fine, pour les plus sceptiques et inconditionnels de la mécanique rationnelle, toute l'explication du principe de l'holographie repose ici sur une probabilité. Ce qui renvoie à la mécanique quantique, toute sa complexité et son indéniable efficacité. Merci d'avoir eu la patience de m'avoir suivi jusqu'ici. L'holographie n'est pas une mince affaire, même sans calcul comme promis. Une petite remarque. Il a été beaucoup question récemment
de la projection de l'hologramme d'un personnage politique sur les différentes scènes d'une campagne. Il ne s'agissait que d'une usurpation d'identité du procédé pour une simple mise en scène d'une illusion d'optique appelée le fantôme de Pepper, qui date lui de la fin du XIXe siècle. Le principe de l'holographie a été, quant à lui, découvert en 1948 par le Hongrois Denis Gabor. Il a fallu attendre l'invention du laser dans les années 60 du XXe siècle pour réaliser les premiers hologrammes.